Canal 9, en partenariat avec le service cantonal de la santé publique, la clinique romande de réadaptation, Addiction Vallée et Promotion Santé Vallée vous présente l'Antidote. La mucoviscidose est une maladie chronique qui touche environ 1000 personnes en Suisse. C'est la maladie génétique du métabolisme la plus fréquente en Europe occidentale et le Valais est particulièrement touché. C'est une maladie rare et grave qui peut être traitée au quotidien par des gestes thérapeutiques que la personne apprend dès sa naissance et qu'elle intègre dans son mode de vie. Ces traitements ont montré leur efficacité et ont augmenté l'espérance de vie de ces personnes. Mais la mucoviscidose reste encore une maladie mortelle. La greffe est pour l'instant la seule possibilité lorsque les poumons s'épuisent. Tu ouvres la bouche encore plus grand. Encore plus grand. Là. Mathis est né le 28 décembre 2010. Le test de Guthrie effectué à sa naissance a révélé chez lui une anomalie génétique. Il est atteint de la mucoviscidose. Ses journées sont bien chargées. À l'école et aux jeux d'hiver, il doit ajouter des traitements au quotidien, des aérosols, 3 par jour, des compléments alimentaires et des médicaments à chaque repas pour qu'il puisse bien digérer les aliments. Et des séances de physiothérapie 3 fois par semaine, parfois plus. C'est se lever assez tôt le matin pour préparer les aérosols. Après, il y a le petit déjeuner. En général, il met une petite heure pour manger parce qu'il prend du temps. Il n'a pas faim, il faut qu'il mange diversifié, il faut qu'il ait du plaisir à manger quand même. À chaque repas, il doit prendre des enzymes pour compenser. Donc ça aussi, toujours regarder si ça lui convient, s'il digère les graisses comme il faut. Dès qu'il a des selles un peu grasses, on voit carrément de l'huile dans les selles. C'est que on n'est plus dans la bonne dose et on doit réajuster. Donc c'est un petit peu ce regard sur tous les jours en fait. Et puis ça, on le fait chaque repas et puis le soir on recommence. Voilà, tu sens avec ton ventre. Mathis travaille ce soir avec le physiothérapeute Frédéric Gudmundsen pour bien drainer ses poumons. Tu prends l'air. Et tu vides le ventre. Toi, tu continues à respirer, prends beaucoup d'air. Avec une mucoviscidose, on produit énormément de sécrétions dans tout le corps. Et le but premier est de pouvoir faire sortir les glaires, les sécrétions qui se trouvent dans les poumons. Vous avez un enfant qui a 5 ans et qui, comme la plupart des enfants ou des personnes qui ont la mucoviscidose, sont très très vite autonomes. Ils comprennent très très vite comment fonctionne leur corps. Ils savent très très vite qu'est-ce qui leur fait du bien, comment est-ce qu'il faut faire pour leur faire du bien. Donc on a très très peu besoin de leur expliquer à chaque fois qu'est-ce qu'il faut faire maintenant et tout. Les gestes viennent automatiquement. Et je lui dis que c'est un travail de tous les jours, c'est son travail, c'est sa petite responsabilité de maintenant. J'ai pas compris les règles du jeu. Ah, c'est maman qui a perdu. Nous, on utilise le jeu pour que ce soit pas trop monotone, avec tout ce qu'ils ont à faire tous les jours entre les aérosols, entre les drainages, etc. C'est pratiquement un métier à mi-temps. Et salut Callaghan. On a fait match nul. Non. 0-0 au pénalty. La famille Surchat a accueilli la maladie du mieux qu'elle le pouvait, dans le but de ne pas s'en faire un ennemi, mais plutôt une composante à apprivoiser, avec laquelle ils doivent désormais travailler au mieux pour aller de l'avant. Je te la laisse ? Oui, sans souci. J'essaie de lui donner tous les outils pour pouvoir l'apprivoiser, cette maladie, pour pouvoir se sentir tous les jours bien avec ça, pour essayer de... Voilà, quand tout va bien, c'est génial. Quand ça va moins bien, on essaye de trouver les choses positives, puis on essaye d'avancer, puis on essaye de se soigner, de prendre soin de lui. C'est des choses que j'essaye de lui apprendre, de lui donner. Tu fermes pas la porte ? Mathis prend son travail très au sérieux.
Pourtant, à le voir jouer dans sa chambre, on ne dirait pas du tout qu'il est malade et qu'il doit faire tous ses soins au quotidien. La mucoviscidose, lorsqu'elle est bien traitée, ne se voit pas forcément. Attends, laisse-le sortir, chouchou, il doit encore aller faire d'autres... Si on ne traite pas la mucoviscidose, quels sont les symptômes? Alors, ce sont des enfants qui vont avoir un retard de croissance, qui vont avoir des infections respiratoires à répétition et une destruction des poumons. Et on voyait dans le temps, entre 8 et 15 ans, des enfants qui avaient vraiment une insuffisance respiratoire, des marques de rachitisme qu'on n'a plus du tout maintenant. Les traitements ont permis d'allonger l'espérance de vie? Alors l'espérance de vie dans les années 60 était de l'ordre de 8 à 10 ans, maintenant on est à 45 ans facilement. La mucoviscidose touche un enfant sur 3500 naissances. Elle est liée à une mutation génétique du gène CFTR qui touche le canal du chlore. La fonction de cette protéine est indispensable à la production de mucus et de sécrétions. Ce canal du chlore défectueux dans la mucoviscidose entraîne une augmentation de la viscosité du mucus. En clair, les sécrétions deviennent plus épaisses et plus visqueuses. La maladie touche de nombreux organes, dont les voies respiratoires et le système digestif. 1200 anomalies ont été répertoriées. C'est donc une maladie qui touche la personne de différentes façons et à différents degrés. La mucoviscidose, c'est une maladie où les liquides qui doivent être produits dans les poumons, dans le tractus digestif, sont trop épais. Le poumon est la cause d'une grande partie de la mortalité dans la mucoviscidose, avec ces surinfections qui arrivent au cours du temps. Et puis le deuxième organe qui est le plus atteint, c'est le tube digestif, avec le problème d'absorption des vitamines, entre autres des vitamines liposolubles, qui fait des déficiences nutritionnelles qui amènent à des anomalies osseuses, des anomalies dans la vision, si ce n'est pas traité. Et vider. Les personnes qui sont atteintes de mucoviscidose doivent donc prendre des médicaments, des vitamines et des enzymes pancréatiques qui vont leur permettre de digérer les aliments. Ils vont également suivre des traitements antibiotiques régulièrement pour prévenir et traiter les infections pulmonaires. Samantha Sergi vient juste de terminer un de ses traitements antibiotiques suite à une infection grippale. Vider, encore, vider, très bien. Remplir. Elle se rend régulièrement au CHUV dans ce centre spécialisé pour personnes atteintes de mucoviscidose. Elle y a effectué ce matin ce qu'on appelle une fonction pulmonaire pour déterminer l'état de ses capacités respiratoires. Vous avez fini les antibiotiques quand? On avait dit qu'on faisait une semaine. Ouais. Parce que... Oui, parce que c'était surtout la grippe. Voilà, c'était surtout le virus. Là. Et après, on avait dit, on fait une semaine. Du coup, j'ai arrêté vendredi de la semaine passée, ça fait pas très longtemps. Il y a une semaine environ. Ouais. La nuit, ça coulait, puis vous toussez, ou du coup, ça calme avec ça? Non, ça calme avec ça. Donc, il n'y a pas de tout la nuit? Non. Vos parents, ils n'ont pas dit que vous toussiez, votre copain non plus? Enfin, il n'y a pas de tout. D'accord. On commence par le plus important, qui sont les poumons. Et puis, ensuite, on passe en général en revue les autres organes, pour autant qu'on sache qu'ils soient atteints. Donc, il y a toute la sphère ORL, il y a la sphère digestive, et puis, si c'est le cas, mais c'est le cas chez Samantha, on va s'intéresser à une atteinte du foie, donc à des manifestations liées à ça, une atteinte du pancréas, qui sont soit sous forme de pancréatite, donc d'inflammation du pancréas avec des douleurs, soit sous forme de diabète. Et puis on va interroger les patients par rapport à ces différents organes pour voir où ils en sont dans leur maladie. Si Samantha n'a pas d'infection particulière, elle doit suivre en moyenne 2 à 3 cures d'antibiotiques par année pour éliminer les germes comme le redouté staphylocoque ou le pseudomonas. À 18 ans, elle vient juste de passer du secteur des enfants à la consultation des adultes. Elle se rend désormais seule aux consultations, elle décide seule de ses traitements, elle est devenue l'unique responsable de sa prise en charge. Quand on est petit, on ne se rend pas vraiment compte qu'on est malade. C'est en grandissant avec la maturité qu'on se rend compte qu'on ne peut pas
faire tout comme les autres, quoi, qu'on a des restrictions, qu'on se fatigue plus vite, que... Vous êtes passé par une forme d'acceptation de la maladie? Oui. Comment ça s'est passé, ça? Bah... C'est compliqué, on a envie de tout arrêter, puis en même temps on n'a pas envie d'arrêter parce qu'on se dit c'est un peu ça qui... C'est un peu le combat, quoi. Enfin... Donc ouais, c'est... Mais il y a des hauts et des bas, quoi. Des fois on a envie de tout arrêter, puis après on se dit non, mais on réfléchit 2 fois, quoi. On fait pas l'erreur de tout arrêter, puis après ça retombe sur nous, hein, ça retombe pas sur quelqu'un d'autre. Jusqu'à ce qu'ils soient adolescents, c'est les parents qui prenaient en charge leur maladie et puis eux vivaient à côté de ça et en faisant ce que les parents voulaient bien qu'ils fassent. Et tout d'un coup, ils doivent se projeter dans le monde professionnel, dans le monde affectif, avec une maladie qui leur prend quand même une partie de la journée. Donc c'est très difficile de les responsabiliser. Je vais vous examiner, on peut se mettre là-bas? Ceux qui ont le courage de bien faire ce qui est recommandé par le corps médical peuvent avoir une vie qui est vraiment quasi normale. Et on a pas mal de jeunes qui arrivent maintenant à aborder un avenir professionnel dans de bonnes conditions, en demandant occasionnellement une diminution du temps de travail pour adapter les périodes de traitement par rapport aux périodes où ils peuvent travailler normalement. Vous avez des examens? Vous avez une échéance à l'école? Oui. Quand? Au mois de juin, mai. C'est mieux qu'on fasse une cure avant pour être en forme pour les examens. Oui. Comme ça, ça vous remonte bien. Oui. Dormez bien la nuit, il n'y a plus de tout ça. Et puis après, on fait les examens. Ça jouerait ou pas? Oui. Puis pour les cours, tout ça? De toute façon, je veux dire, j'ai loupé plus de 20% maintenant. Hein. Et puis j'ai pas le droit à louper plus de 20%, donc bon, moi j'ai les certificats médicaux, donc j'amènerai ça et puis on verra ce qu'elle me dit. J'ai eu des difficultés à trouver un apprentissage déjà, parce que les patrons, ils aiment pas qu'on soit absent. Enfin, quel patron aimerait que son employé soit toujours absente ou que du jour au lendemain, il ne soit pas là pendant 2 semaines. Donc j'ai eu beaucoup de peine, ensuite j'ai trouvé cette école. Mais c'est vrai que même en école, ils se considèrent comme des patrons. On est un peu comme des employés chez eux, donc après il y a des personnes qui comprennent mieux que d'autres, des directions qui sont plus ouvertes, et puis c'est plus simple, mais c'est quelque chose qu'il faudrait changer parce que les patrons ne peuvent pas juger par rapport aux absences, et puis... Ça arrive qu'on doit intervenir en, disons, justifiant la maladie. C'est aussi une maladie où, par chance, les patients n'ont pas l'air malades. Et donc, ça peut porter à des préjugés sur les absences. Donc, c'est important qu'on leur dise qu'il s'agit quand même d'une maladie évolutive et, disons, sans traitement mortel. On apprend à vivre avec les moments où tout décompense. On apprend à vivre avec le fait de savoir au fond de son esprit que malgré tous les efforts qu'on peut bien y mettre, tout est quand même malgré tout sur le déclin. Et c'est ça qui est ingrat dans cette maladie. C'est peut-être ça le plus ingrat. C'est que quelqu'un qui va courir 10 km, il a un bienfait. Il aura à quelque part potentialisé son état, il sera meilleur après. Une personne mucoviscidosique doit faire énormément d'efforts pour tout simplement ne pas trop perdre son volume respiratoire. Et ça demande vraiment un combat constant, continuel, et ça demande beaucoup d'énergie. Incroyable. Michel Stuckelberger a tout mis en œuvre pour conserver le plus longtemps possible une bonne capacité respiratoire. Passionné de vélo, il a relevé plusieurs défis de taille. Il a traversé en 2005 la côte ouest de l'Amérique, de l'Alaska au Mexique, pour récolter des fonds pour la mucoviscidose. J'ai eu une relativement bonne qualité de vie jusqu'à mes 26 ans. On apprend à avoir peu de souffle,
Ça, on s'y habitue. Je ne pense pas que quelqu'un qui spontanément passe dans des poumons qui respirent mal soit très confortable, mais il y a une forme de tolérance au fait de moins bien respirer. Donc pour moi, j'étais bien. On était revenu par, Comment vous la voyez, vous, avant la transplantation pulmonaire, quand vous alliez bien? Je pense pour faire face à cette maladie, il faut être à quelque part un petit peu dans le déni. Mais c'est un déni sain. C'est une question d'équilibre psychique, sinon ça devient trop compliqué si on doit se dire pour quand est-ce que ça sera. Donc quand ça va bien, on se pose le moins de questions possible, on affronte au quotidien, on fait ses traitements, on se prend en main, on se soigne, tout en mettant le plus de côté possible cette hypothèse de la transplantation. Donc j'y ai jamais trop pensé pour répondre. Je me suis plutôt contenté de vivre, en sachant malgré tout qu'un jour ou l'autre, j'y arriverai. Puis avant ça, avant de faire tous ces voyages à vélo, c'est fou, on était parti à Moscou. On était parti en Russie à moto. En 2010, la capacité respiratoire de Michel descend au plus bas et sa vie est en danger. Il est plongé dans un coma artificiel durant 2 mois et demi, en attente d'une greffe. On a 2 vies, et la deuxième commence à partir du moment où on a pris conscience qu'on en avait qu'une. Et je pense que c'est vraiment ça, cette vie-là, elle est très précieuse parce que tous les instants, tous les jours, tous les moments que je partage, tout l'effort que je peux faire à vélo, c'est tous des moments qui auraient pas dû exister à quelque part sans cette transplantation. Il y a 6 ans, j'aurais dû être mort. J'avais le poumon extracorporel, j'ai fait 2 mois et demi de coma avec la respiration artificielle. J'aurais dû être transplanté au CHUV parce que c'est là-bas que les transplantations pulmonaires se font, mais j'étais plus transférable. Donc j'étais à l'hôpital cantonal de Genève. Les médecins ont dit on le touche plus, on va le laisser partir tranquillement ici. J'étais sur la liste super urgente. Donc bien sûr, chaque instant, chaque moment est extrêmement précieux parce que c'est du bonus. 5 secondes, 6. C'était une déclaration. Ces quelques images tournées après l'opération de Michel montrent à quel point le combat a été dur aussi après la greffe. Pendant une année, sa vie a été laborieuse. Puis, 5 ans plus tard, Michel participe aux Jeux mondiaux des transplantés en Argentine et il gagne une médaille d'argent en cyclisme. Là, vous êtes 6 ans après. Ouais. Comment vous vous sentez? C'est incroyable. C'est incroyable. Ça montre à quel point le paradigme a vraiment changé. On ne se contente plus de transplanter les poumons. Le corps médical cherche vraiment à ce que les personnes transplantées aient une qualité de vie, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on se souciait vraiment, est-ce que cette personne va vivre ou pas? Michel a continué ses exploits sportifs. Il s'est également engagé pour le don d'organes et il est désormais père de 2 jumeaux de 18 mois. Ils m'ont appelé le 1er janvier 2016, à 1h30 du matin. Je venais de me coucher. On était seuls avec Lucie, donc mon mari il bossait. Et puis ils m'ont dit voilà, c'est pour vous, on a quelque chose pour vous, est-ce que vous êtes disponible? Est-ce que vous êtes par là? J'ai dit oui, je suis au lit. Et puis ils m'ont dit est-ce qu'il faut venir vous chercher? J'ai dit oui parce que comme c'est le 1er janvier, toute la famille, tous mes amis, ils ont fait la fête, donc je ne pense pas qu'il y aura quelqu'un qui aura 0,0 dans le sang pour venir m'amener, donc il faut vous débrouiller pour venir me chercher. Ils m'ont dit, mais inquiétez-vous pas, on a le temps. Qu'est-ce qui vous passe en tête quand vous avez ce coup de fil? Alors, de la joie, l'euphorie, mais quand même beaucoup de retenue, parce que j'avais déjà eu une mauvaise expérience 2 mois avant, où ils m'avaient appelé, j'étais allée, ils m'avaient endormie, et puis voilà, je m'étais réveillée sans les nouveaux poumons, parce qu'ils n'étaient pas en bon état. Donc là, j'étais quand même pas autant euphorique que la première fois, quand même beaucoup sur la retenue. Un verre de terre, un lapin,
Un requin? Ah, un dragon. Ah oui, ouais. En ce premier jour de l'année, Nathalie Nil-Rouvinet a reçu de nouveaux poumons. La transplantation s'est bien passée. Nathalie est restée 1 mois seulement à l'hôpital avant de retourner à la maison où elle s'est vite remise sur pied. Donc là, la photo au centre, ouais, là c'est où je marche. Je pense que ça faisait, je sais plus quelle date c'était, ça doit faire 1 semaine. C'était le 7 janvier celle-ci. Donc c'était avec la physio, mais il y a la date. Donc là, ça faisait 1 semaine, le 7 janvier. C'est un tableau que j'ai reçu quand je suis rentrée de l'hôpital. Il y a une grande partie de tous les messages qui se sont échangés entre mes amis, ma famille, voilà, durant mon hospitalisation. Donc des premiers où ils ont averti où je partais pour le CHUV, où je suis rentrée en salle d'op, où il y a les heures d'attente. Et puis ben voilà, chaque fois donc c'est parti de 3-4 messages de la famille, et puis après chaque fois la famille des amis et des amis et des amis. Alors c'est vraiment une petite partie parce qu'il en manque beaucoup, mais c'est vraiment je trouve un magnifique souvenir qu'ils m'ont fait. Avant la greffe, Nathalie avait une capacité pulmonaire de moins de 30%. Tous les gestes du quotidien l'essoufflaient. Elle suivait un traitement antibiotique toutes les 2 semaines. La greffe était donc la seule solution possible. Elle a attendu 9 mois avant d'être appelée au CHUV pour la grande opération. Et là, comment vous vous sentez? Super bien. Franchement, super bien. J'ai plus aucune douleur. Bon, de temps en temps, ça commence à se réveiller, parce que c'est encore bien endormi. Donc, de temps en temps, je sens un petit peu... Mais c'est rien, quoi, c'est des petits points. Mais j'ai plus de douleur, je peux respirer, je fais de nouveau plein de sport, je me réentraîne tous les jours. J'ai du plaisir, j'ai plus la même fatigue, j'ai du plaisir à refaire à manger, à refaire le ménage, les lessives, tout. Ouais. La vie prend un autre sens aujourd'hui pour vous. Ouais. Avec ma famille, on refait de la raquette. J'amène Lucie à pied tous les jours de nouveau à l'école, je vais la rechercher à pied alors qu'avant c'était la voiture. Donc non, c'est vraiment du bonheur. On revit, toute la famille. La greffe n'est pas une fatalité. Certaines formes de mucoviscidose sont plus légères et peuvent même se déclarer à l'âge adulte. Aujourd'hui, Nathalie a pu récupérer une très bonne capacité pulmonaire. Ce soir, elle accompagne des membres de la Société suisse pour la mucoviscidose et le groupement Valais Roman pour une sortie au clair de lune au sommet des pistes de ski. Puisque ses poumons le lui permettent désormais, elle fait la montée en raquette. La Société suisse pour la mucoviscidose soutient financièrement des projets de recherche. Elle organise également des conférences et transmet des informations médicales aux familles. En Valais, elle organise aussi des rencontres, même si elles sont aujourd'hui déconseillées par les médecins à cause du risque de transmission de germes. En discutant avec ma fille, elle m'a dit que pour elle c'était très important de se rencontrer, donc elle se réjouit toujours de ces sorties, même si elle est adolescente. Et puis je lui ai demandé pourquoi, et puis elle ne sait pas trop m'expliquer. Elle m'a dit, mais tu sais maman, entre nous on ne parle pas trop de la muco. Mais elle a dit, ils sont comme moi, puis ça me fait du bien de les voir, et puis on se comprend. Et puis de voir des adultes, des personnes atteintes de mucoviscidose qui ont maintenant des enfants, qui sont mariés. Je pense que ça permet de se projeter certainement, et puis de se projeter dans une vie future qui est belle. Ce type d'association est essentiel pour la recherche scientifique. Elle permet de récolter des fonds qui vont d'une part déterminer le futur thérapeutique de ces patients et qui d'autre part peuvent aussi aider dans la vie au quotidien. La société suisse ou en Valais, l'association solidaire peut aider les familles lorsque les enfants sont hospitalisés. Il faut savoir que nos enfants ils sont hospitalisés soit au CHUV, soit à Genève, plus rarement à Sion. Et puis donc ça engendre forcément des coûts assez conséquents pour les familles au niveau des voyages, au niveau du logement là-bas, parce que bien souvent les parents veulent rester à proximité de l'hôpital, et puis aussi au niveau des repas et tout ça. Et puis c'est des frais qui ne sont pas pris en charge par l'AI ou que partiellement. Et puis donc on a soit la société suisse, soit l'association solidaire qui vont nous aider un petit peu à compenser ces frais. Qu'est-ce que vous chérissez comme objectif maintenant ? De réussir mon apprentissage, de trouver une place de travail, d'avoir une famille, quoi. Tout le monde aimerait ça, je pense. L'espoir qu'on a maintenant, c'est l'arrivée de nouveaux médicaments qui vont corriger ce canal du chlore
On en est tout au début, mais certaines mutations bénéficient réellement de ces traitements et on voit les transplantations sont repoussées grâce à ça, les décès sont repoussés grâce à ça et on commence à voir pour certaines de ces mutations plus de 5 ans d'expérience, donc on sait que ces médicaments ont une efficacité réelle et corrigent quasiment le défaut génétique de ces patients. Aujourd'hui, Swissmedic a reconnu l'utilité de certains de ces médicaments, mais il faut compter environ 200 000 francs pour traiter une personne une année. Il faudra donc encore plusieurs années avant de voir ces traitements accessibles à toutes les personnes qui pourraient en bénéficier. Est-ce qu'ils permettront de vaincre enfin la mucoviscidose ? Tu vois. En attendant, les personnes atteintes de mucoviscidose et leurs proches continuent la lutte dans tous ces petits gestes au jour le jour. Et encore.